Déjà très rapidement, donc Neoma Alumni, alors ça c'est plus pour les étudiants, parce que les anciens connaissent un peu plus. C'est l'association donc des anciens de l'école. Et ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, on est, si je ne dis pas de bêtises, le troisième réseau français en termes de dynamisme au niveau de toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs en France. C'est pas anodin. C'est-à-dire que devant nous, on a, je crois que c'est HEC et SEC. Voilà, on a un réseau qui est assez considérable. Je crois que je me décolle un petit peu. Hop là. Pour donner un ordre d'idée, si je ne dis pas de bêtises, on est à plus de 70 000 anciens. Et aujourd'hui, Neoma Alumni, ce sont à la fois des clubs professionnels, donc comme le club entrepreneur. Ah, c'est fou, Sébastien, il est co-anime tout. Ah, c'est vrai? Alors, pour ceux qui sont en Zoom, n'oubliez pas de couper votre micro. Mais oui, Sébastien est bien là. Donc, ce que je disais, c'était que voilà, on a des clubs, des clubs professionnels. Donc, ça va être club entrepreneur, club marketing, club RH, finance. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y en a une bonne vingtaine, je crois. Peut-être immobilier. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de clubs professionnels. On peut trouver vraiment beaucoup de conférences et de sujets intéressants. À côté de ça, il y a des tribus régionales et internationales. C'est-à-dire que bah, moi, par exemple, j'habite à Bordeaux. Il y a la tribu Aquitaine et on organise des événements. Alors là, c'est un peu moins des conférences thématiques ou des ateliers, etc. C'est plus soit de passer des moments conviviaux ensemble, soit prendre un apéro, un dîner, ou alors des petits événements sportifs ou autres qui sont organisés. Et bien évidemment, les tribus internationales. Alors toi qui étais à l'étranger, je ne sais pas si tu en as profité pour voir un peu qui y avait sur place parmi les anciens. Non. Bon. Ben, il faut savoir qu'on est présent, alors je ne connais pas mes chiffres par cœur, mais on est présent dans beaucoup de pays. Je crois que, Elodie, je ne sais pas si tu as un chiffre en tête, mais je crois que c'est plus de 50 pays. Voilà. 120. À 120? Ah oui, d'accord. Plus de 120 pays. Donc voilà, c'est vraiment pas rien. Et donc concrètement, c'est plus de, alors c'est pareil, j'ai pas les chiffres exacts, mais plus de 500 bénévoles qui animent tous ces clubs et ces tribus comme moi. Et en fait, c'est un petit peu lié au thème d'aujourd'hui, le réseau. Euh, pour tout vous dire, bon, je reviendrai dessus après, mais une des choses qui m'a fait organiser cette conférence ce soir, c'est qu'on cherche tous à développer nos réseaux quotidien, que ce soit personnel, professionnel. Et en fait, on en a un qui est déjà tout prêt, tout organisé, avec différents éléments dont nous parlera Mathieu tout à l'heure. Neoma Alumni concrétise ce réseau. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner sur ce qui se fait, parce que autant pour les alumni qui sont déjà sortis depuis un moment, qui ont simplement envie de revenir un petit peu vers ce réseau, ou qui ont besoin, pour des raisons professionnelles, soit changer de boulot, mais ça peut être aussi se renseigner sur des sujets qu'eux ne maîtrisent pas. Il y a vraiment de la matière. Et pour les étudiants, vous avez la chance typiquement comment dire, d'avoir des personnes d'expérience plus facilement accessibles que des personnes lambda. Euh, Utilisez-le intelligemment, mais vous avez vraiment une manne exceptionnelle. Bon, je ne vais pas trop empiéter sur ton truc, mais voilà. Donc, Neoma Alumni, il y a pas mal de choses à faire. Pour info, Neoma Alumni, justement, à travers les anciens, travaille avec Neoma Business School pardon, pour la rédaction d'ouvrages qui sont publiés. Là, il y en a eu 3 ou 4 publiés depuis le début de l'année, dont celui-ci. Alors, vous pouvez vous servir, c'est cadeau. Et ça permet tout simplement de réfléchir à des thèmes qui nous sont chers. Donc là, on parle de l'école à la start-up. Donc pour Club Entrepreneur, forcément, c'est un sujet qui est assez intéressant. Et en plus, quand ça marche bien, tout est reversé à l'association pour ceux qui l'achètent, justement. Bon, là, en l'occurrence, encore une fois, vous vous servez. Concernant, dernier point, concernant l'actualité, sachez que le 26 septembre donc, prochain, il y a ce qu'on appelle la rentrée des tribus. La rentrée des tribus, c'est un événement national, donc ça veut dire qu'il se fait à Paris, mais aussi dans les fameuses tribus régionales. L'objectif, en fait, c'est au-delà de se réunir, c'est aussi de présenter, surtout sur Paris, tous les clubs aux anciens, tous les clubs et tribus. Donc, si vous êtes sur Paris le 26 septembre, je ne sais plus où est-ce que c'est, Elodie.
Poly Bergère, voilà. Et en fait, vous allez pouvoir échanger avec les différents animateurs pour vous renseigner sur les clubs. Voilà. Concernant le club entrepreneur, alors là, on arrive sur la fin des conférences qui sont organisées. On aura des nouveaux thèmes après la rentrée des tribus. On fera peut-être probablement un petit after work avant. Mais sinon, on a différents sujets dans les pipes. Là, on a un sujet sur la franchise. On avait fait une première partie l'an dernier. Et donc là, on va préparer la deuxième partie. Très rapidement, pour vous donner un ordre d'idée sur ce qu'on fait, ça va être autant des sujets sur les startups, comment pitcher, comment lever des fonds, sur des entreprises déjà établies. Là, typiquement, on va parler du réseau. Qu'est-ce qu'on a organisé comme événement sur justement les échecs aussi dans l'entrepreneuriat, comment les gérer. C'est des sujets qui peuvent être aussi très intéressants. De manière générale, sachez que s'il y a des sujets qui vous intéressent, il ne faut surtout pas hésiter à venir m'en parler tout à l'heure, me dire voilà, bon, il y a tel sujet, y compris pour ceux qui sont sur Zoom, un petit message à la fin de la conférence pour dire voilà, moi c'est tel sujet qui m'intéresserait. N'hésitez pas, je t'en prie. C'est toujours à partir enfin c'est souvent à partir de demandes qu'on va organiser des conférences intéressantes. Je pense qu'on est bon là. 18, tant pis pour les retardataires. Aujourd'hui, on est là pour parler du réseau, comment développer son réseau. C'est un sujet, encore une fois, on est tous en sortant d'école, de toute façon, vous en parlez déjà. Au quotidien, on a ceux qui hésitent à se lancer parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. Il y a ceux qui développent le réseau tous azimuts et parfois un petit peu sur une approche de consommation excessive et finalement qui ne vont pas travailler réellement ce réseau, mais plus s'accumuler. Et en fait, par hasard, je suis tombé sur un post LinkedIn de Mathieu et là, je me suis dit, mais c'est génial. Grâce au réseau qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'important dans toutes les conférences que j'organise. J'aime bien faire participer les anciens et quand on a des éditeurs sur le sujet, c'est idéal. Donc, très rapidement, pour présenter Mathieu. Mathieu, toi, tu es promo 2005, comme moi. Ouais. Tu as commencé d'abord. Rouen, du coup. Voilà. Vous aurez compris. On avait noté. Tu as commencé en tant que consultant chez Dell. Ensuite, tu as fondé Votre Sommelier, donc un site internet de vente en ligne de vin. Derrière ça, tu es revenu par la porte du salariat, mais tu as aussitôt participé à la cofondation de Tiger Lily Studio. C'est ça, Studio. Donc, si je ne dis pas de bêtises, une agence qui est spécialisée dans l'accompagnement des clients pour améliorer l'engagement digital. Ouais, c'était une agence social média à la grande époque du social média. En tout cas, quand le social média était traité à part, on va dire, un peu du digital entre 2010 et 2015. Et a priori, ce n'était pas suffisant, vu que derrière, tu as continué en créant Puka, ouais. Donc une app, alors une plateforme SaaS, alors je ne maîtrise pas tous les aspects. Plateforme SaaS, donc software as a service, donc sous le principe de licence, d'abonnement, B2B grand compte pour favoriser la remontée d'informations dans les entreprises. Partant du principe que les collaborateurs sur le terrain ont accès à pas mal d'informations qu'ils aimeraient bien transmettre à des directions métiers, sans forcément les connaître et savoir à qui s'adresser, comptant souvent sur leur manager pour relayer l'information et faire le postier en interne, ce qui ne marche pas. Donc voilà, donc ça a été une belle aventure avec des beaux clients comme Orange, Mazars, Enedis, Bonduel, et qui malheureusement, pour des raisons plutôt d'associés, a tourné un peu court au bout de 3 ans. Partie des expériences malencontreuses dans l'entrepreneuriat, même si elles sont toujours, accompagnées de beaucoup d'acquis, d'enrichissement, de choses à en retirer pour la suite, quoi. Et donc moi par rapport à ça, j'ai 2 questions. Voilà, qu'est-ce qui
Si tu veux, on va continuer rapidement. Tu vas nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a fait justement te lancer et pourquoi tu t'es dirigé vers French Founders après ces expériences. Et après, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table rapide, que chacun se présente. Maintenant. Donc oui, pourquoi on s'est dit avec Sébastien que c'était pertinent de traiter ce sujet aujourd'hui. D'une part dans le club entrepreneur, parce que j'ai eu la chance en 12 ans, du coup, on l'a résumé très vite, mais c'est 12 ans, 3 boîtes, donc avec des succès, des échecs et pas mal de problématiques. J'y reviendrai sur comment on gère quelques difficultés, quelques soucis, mais aussi quelques enjeux avec le réseau et comment on l'utilise. Donc, je l'ai expérimenté en tant qu'entrepreneur et aujourd'hui, depuis bientôt 3 ans, je suis chez French Founders, qui est un réseau, un club business de dirigeants, entrepreneurs et investisseurs francophones dans le monde, un peu plus de 4000 membres. Et notre métier, c'est faire de la mise en relation, c'est connecter des gens, les aider à rencontrer les bonnes personnes, des gens qui sont à très haut niveau de direction pour certains. Donc on pourrait penser, est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans un club pour faire du networking sans, on n'est pas écouté par du grand public, mais on peut avoir des gens comme le PDG de Ralph Lauren au niveau mondial qui est membre. Poser la question, est-ce que ce PDG monde de Ralph Lauren a besoin d'un club pour faire du réseau? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le réseau, c'est souvent, notre réseau, c'est souvent un réseau qui est limité géographiquement, qui est limité en termes de secteur ou de métier, parce qu'il s'est constitué de par les gens qu'on a croisés. Et quand on n'est pas beaucoup sorti de ces cercles, on végète, entre guillemets, on tourne en rond sur un réseau qui peut être quantitatif, qualitatif, mais souvent limité. Donc, et la richesse de plein de clubs, et je ne suis pas là pour faire la publicité de French Founders, bien au contraire, mais et des réseaux alumni, etc., et j'y reviendrai, c'est la capacité de rencontrer des gens différents. Et l'avantage chez French Founders, j'y reviendrai aussi, c'est que c'est pas uniquement sur de l'événementiel, il y a un vrai accompagnement à rencontrer les bonnes personnes en fonction des enjeux qu'expriment les membres et d'aller trouver dans le réseau des personnes avec lesquelles on pense que c'est légitime qu'ils échangent parce que c'est comme ça qu'ils vont trouver sur du retour d'expérience les bonnes personnes avec lesquelles parler pour gagner du temps. Donc que chacun revise sa courbe d'apprentissage, chacun dans son coin, comment on peut tirer parti de l'expérience des autres pour gagner du temps. Ça, c'est applicable à quelqu'un qui sort de l'école comme un grand PDG qui bosse depuis 25 ans. On est tous égaux face aux sujets, aux enjeux qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on n'a pas d'expertise. Je vous propose, alors très rapidement, parce que sinon ça va être un peu long pour les personnes sur Zoom, de vous présenter en 30 secondes. Je vais commencer, mais pour parler tout simplement de qu'est-ce que vous faites, quelle est votre expertise, parce que tu reviendras dessus, mais l'idée aussi c'est de savoir dire ce qu'on fait, et quelle est votre problématique du moment. Donc moi, Sébastien, promo 2005, je dirige un cabinet de cession d'entreprise et ma problématique, entre guillemets, ici comme animateur, c'est je suis là justement pour favoriser les échanges et découvrir de nouvelles personnes. En prie. Bonsoir Olivier, moi je suis de la promo 90, ce qui ne s'appelait pas encore MBA, ce qui s'appelait encore Sub de Corinth. Voilà. Donc depuis j'ai une assez longue carrière à travers laquelle j'ai commencé comme salarié dans une boîte et au bout de 13 ans dans la boîte, le patron me fatiguait, donc comme c'est la seule personne qu'on ne peut pas changer dans une boîte, on s'en va, on monte la boîte. Donc je suis devenu un entrepreneur par accident. Je gère une petite agence de pub très spécialisée sur un secteur d'activité. Problématique aujourd'hui. Problématique, ton sujet. Comme tous les directeurs d'agence de pub, c'est trouver les clients, c'est satisfaire les clients d'aujourd'hui et trouver les clients de demain. Et ça se trouve pas sous les pieds d'un cheval, ça se trouve pas par du marketing téléphonique, ça se trouve par le réseau. Du coup, bonjour, moi je m'appelle Zara, je suis sur le campus de Reims et je vais rentrer en 4e année dans le programme Théma.
Théma, c'est un programme en 5 ans, plus dirigé vers tout ce qui est l'IT et la transformation digitale. J'ai pas trop d'expérience, mais ce qui me caractérise, c'est que tous mes stages, je les fais en start-up. Et c'est vraiment la start-up et l'entrepreneuriat qui m'intéresse énormément. Et du coup, ma problématique aujourd'hui, je pense, c'est d'étendre mon réseau et plutôt dans ce côté-là, dans le côté entrepreneuriat et d'acquérir de l'expérience grâce à ce réseau. Voilà. Donc, bonsoir, moi je m'appelle Arthur, je suis en 3e année du bachelor sur le campus de Rouen. C'est le bon choix. Du coup, là je suis en stage en start-up depuis 2 mois et l'objectif de ce soir, c'est toujours la compréhension du réseau pour pas. On m'a souvent dit de faire son réseau quand on n'en avait pas besoin. Du coup, c'est la compréhension pour le faire avec le plus d'efficience possible. Moi, je m'appelle Jean-Alexandre, je suis en PSE sur le campus de Reims. Je n'ai pas non plus d'expertise particulière, mais je suis actuellement en année de césure. Je fais un stage dans une start-up également. Je suis ici pour développer mon réseau, puisque c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Et on entend souvent dire qu'on paye l'école pour le réseau, mais j'ai l'impression que c'est la chose que j'utilise le moins dans l'école. Donc je suis ici pour en savoir plus à ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'on ait de cours. Je sais pas, vous pourrez peut-être répondre à la question, mais moi, mon époque, enfin notre époque, on n'avait pas de cours là-dessus. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu une erreur. Préhistoire non plus, je vous comprends. Et je pense que c'est très bien, pour faire une petite parenthèse, c'est très bien, parce que on va le voir ensemble, ça se crée, ça s'entretient, comme c'est marqué sur la slide, pour in fine s'utiliser. Et ça doit se créer le plus tôt possible, parce que plus tôt on commence, plus on travaille son réseau, plus il est grand et surtout activable. Bonsoir, donc moi je m'appelle Clara, j'ai 20 ans et je viens de terminer ma première année de PE à Rouen. Du coup, j'ai pas vraiment d'expertise non plus, mais pourquoi être venue ce soir, c'est surtout pour comprendre comment fonctionne le réseau. Je vais peut-être répéter un peu ce qu'il a dit, mais voilà, on nous explique qu'on paye aussi le réseau à travers Neoma. Et j'aurais aimé pouvoir l'utiliser, par exemple, dans ma recherche de stage. Je sais que ça peut être très utile. Et ne pas prendre le réseau pour quelque chose de pervers et d'égoïste, mais voilà, essayer de comprendre comment je peux faire en sorte d'aider et d'être aidée par Je suis actuellement étudiante sur le campus de Paris, donc je connais très bien les locaux ici. Je fais un MSc en Business Development et client de rencontre. Et surtout, je suis aujourd'hui, depuis 1 an et demi, en fait, je travaille avec Mathieu chez French Founders. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici, mais aussi l'un des objectifs, c'est toujours, étant assez jeune, le réseau, c'est quelque chose qui est quand même très... on ne le connaît pas, on ne sait pas vraiment comment l'entretenir, on ne sait pas comment le créer. Et on a déjà eu la discussion avec Mathieu, c'est qu'on n'a pas le cours dans les écoles de commerce, même si ça devrait être, je pense, super important d'avoir ce cours. Donc, c'est toujours intéressant d'écouter des experts comme Mathieu parler sur le réseau. On va peut-être initier quelque chose. Ouais, Jamais. Bonsoir, je m'appelle Muriel, je suis solidaire promo 90 Rouen. Donc voilà, on remonte un peu dans le temps, c'est pas si loin non plus, si peu. Donc j'ai une expertise plutôt à dominante commerciale, marketing et achat. J'ai accompagné le développement de différentes marques premium, plus de 20 ans dans la mode. Donc voilà, la distribution sélective, c'est mon savoir-faire. Et après l'avoir exprimé dans la mode pendant de longues et belles années, j'ai récemment évolué sur le secteur food and beverage, où j'ai fait main dans la main le développement à 360 degrés d'une micro-TPE. On était 2. J'ai accompagné la créatrice dans sa société qui avait déjà 5 ans d'existence. Et j'y suis restée 5 ans. Elle a vendu et je n'ai pas fait partie du package et je suis en transition donc, professionnelle aujourd'hui où j'aimerais vraiment être plutôt sur un focus achat parce que ça m'a beaucoup plu toute cette partie sourcing et achat que j'ai effectivement vraiment développé dans cette micro-société. Et donc le réseau, là, tout est à faire, je dirais, parce que déjà changement de secteur, donc effectivement mon réseau mode, peut-être que je pourrais l'utiliser, mais voilà, je pense qu'il a moins de pertinence et tout, voilà, tout reste à
enclenché. Je ne suis pas super active sur les alumni et le réseau de Rouen, à tort. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir, à avoir les bonnes approches et les approcher de façon pertinente. On plaisante beaucoup entre Rouen et Reims, mais l'avantage, c'est que On est le réseau. exactement. Et en plus, c'est assez drôle parce que déjà à notre époque, Rouen et Reims, c'était les deux ennemis jurés et finalement, ils sont mariés. Donc Sophie, promo 2005 comme c'est tout compère. Je suis en finance. J'ai fait de la FUSAC, puis après j'étais en direction financière. J'ai vécu longtemps à l'étranger, aux États-Unis et à Londres. Et donc ma problématique, c'est que depuis que je suis rentrée en France il y a 6 ans dans la même entreprise, non plus, mais pas mon secteur de prédilection, hein, c'est un peu un hasard, j'ai un peu perdu mes remarques, comment essayer de rebondir pour essayer de, entre guillemets, de changer de job. Parce qu'à Londres, ça vient tout cuit, c'est vrai. Il y a les chasseurs de tête, il y a tout un réseau qui se fait avec les chasseurs de tête. On est un peu un utilisateur, il y a vraiment, ils ont leur portefeuille client, ils ont leur portefeuille de candidats, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et c'est ma problématique, parce que décrocher l'entretien une fois qu'on a trouvé l'offre, ça va, ça peut aller à peu près, mais c'est justement trouver ces offres qui ne sont pas forcément publiées à un certain niveau, parce que mon but c'est d'être DAF. Et voilà, donc je suis là pour ça et pour renouer avec le networking qui avait un peu disparu, il faut dire. J'allais aux événements, à Londres, c'était assez actif. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est plus difficile. Comme à l'étranger, il y a un côté, on s'unit, on est tous français, on est de la même école à l'étranger. Côté convivial, il n'y a pas forcément d'événements conviviaux en France. Il y avait par les clubs, mais là, il n'y a plus grand-chose. En tout cas, moi, avec la finance, je n'ai rien vu. Donc, je veux bien des tips pour le temps que ça reprenne, comment faire avec le côté réseautage numérique. Et voilà. Donc, je m'appelle Chouing. Je suis actuellement en master spécialisé études marketing. Et je suis en alternance chez Lagardère Travel Retail. Donc, on est en charge des duty free dans les aéroports de Paris. Et donc, mon expertise est plutôt sur les travel retail. Je travaille pendant 3 ans dans le travel retail, dans les projets des parcours clients et l'expérience client. Et donc, mon problématique aujourd'hui, parce que je apprends aujourd'hui, c'est que je suis chinoise, ça fait 6 ans que je suis en France. Et après quelques années d'expérience professionnelle et avec ma culture, j'ai trouvé mon projet, un projet que j'aimerais bien faire, un projet entrepreneur que j'aimerais bien faire, mais je n'ai pas nécessairement des connaissances sur les démarches, les choses comme ça, donc j'aimerais bien découvrir. Et aussi, pareil, faire les réseaux, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment, donc Merci. Bonjour, moi c'est Gérald, donc je suis sud de Corinthe, 95. J'ai 25 ans de contrôle financier en France à l'étranger et depuis 1 an et demi, j'ai décidé de monter ma boîte. Je viens de faire un CAP cuisine chez Ferrandi pour appréhender le monde de la cuisine et je monte une entreprise qui s'appelle Sail & Cook qui va proposer des croisières gastronautiques participatives, c'est-à-dire que sur un voilier de 14 mètres qui a la particularité d'avoir sa cuisine non pas à l'intérieur comme sur tous les monocoques, mais à l'extérieur, je vais proposer des croisières gastronautiques. Donc, comment ? Qui fasse beau. Ou qui fasse beau, super bateau. D'aller à un endroit où il faut. Oui, possible. Donc toi tu cuisines, tu ne fais pas la navigation. Comment ? Tu vas faire navigation et cuisine. Je vais faire ni l'un ni l'autre. Je mets un chef, un skipper et un chef cuisinier. Et voilà, et j'attaque deux cibles, les cibles entreprises pour proposer des team building ou des opérations pour recréer du lien. Et post-Covid, je pense qu'il y a un vrai boulot. Et sinon, le grand public, anciens élèves d'école, d'université, etc., ou les familles. Des croisières qui vont aller de 3 jours à 1 semaine. Voilà. La zone de navigation, ce sont les îles d'Hyères, donc avec Port-Cros, Port-Croll, l'île du Levant, au départ de deux ports, le port Port-Pin-Roland, qui est juste avant Toulon, et Bormes-les-Mimosas. Ça commence quand ? Ça commence fin septembre. Bien. C'est vrai que j'avais dit dernier, mais non. Thomas Play, en retard, en 2023. Moi, je suis depuis 1 an et demi avec Sébastien, co-animateur du Club Entrepreneur. Je suis à l'incubateur de l'école pour une startup qui s'appelle Sofar, qui fait de la digitalisation de cartes dans les restaurants, boîtes de nuit, les bars.
et qui va plus loin que la carte parce qu'on peut être commandé et payer depuis. Voilà, j'ai eu quelques expériences en tant qu'étudiant encore dans les startups. Et en ce moment d'ailleurs, cet été, je travaille un petit peu avec Click and Boat qui loue des bateaux et qui peut-être pourrait faire de la gastronautique. On sait jamais. On en parlera. Très bien. Bon, mais merci déjà à tous pour ce petit tour. L'idée, c'était simplement de mettre en avant un petit détail, c'est qu'on a tous des expertises, et même si on sort juste d'école, voilà, on a des tendances, on peut aussi avoir des besoins, et ben, c'est un peu l'idée du réseau. Et je vais te laisser... Oui, c'est pour ça qu'on voulait commencer par cet exercice. C'est aussi, derrière, il va y avoir un temps de networking et d'échange entre nous. C'est important que tout le monde se connaisse, et je pense que ça va donner des discussions, donc c'est tout l'intérêt, il faut les mettre en exercice dont on va parler ce soir quand même. Pourquoi c'est important? Alors, pourquoi c'est important? Je pense que tout le monde l'a un peu dit. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez tous parlé beaucoup de clients. Et effectivement, quand on pense créer un réseau et entretenir un réseau, c'est in fine, on est intéressé à se dire « Ah, j'ai des gens à qui potentiellement je pourrais vendre un truc plus tard ». On est dans le club entrepreneur du réseau Alumni, donc j'ai voulu quand même mettre aussi le focus. Bien évidemment que la recherche de clients, elle est centrale et elle est importante, mais la partie, c'est pas l'unique élément dans l'intérêt d'un réseau et l'importance d'un réseau. Il y en a plein, vous les voyez sur la slide. Quand on commence un business, à trouver les associés avec lesquels on va monter ce business, et ça peut donner des petits problèmes, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai pu le tester moi-même. C'est aussi important pour tester son idée. Quand on est dans l'idéation, on ne part pas tout de suite tout seul dans son coin en se disant « mon idée, elle est géniale, il faut la tester un maximum pour voir si elle a un marché ». On rejoint des sujets peut-être un peu plus business development avec l'identification de partenaires. Et puis, et ça, c'est applicable à tout le monde dès lors qu'on est manager et qu'on ouvre des postes et qu'on recrute. Ça peut être aussi une façon plus économique que de faire appel à des cabinets de chasseurs de tête, de recruter des talents. Quand on est dans des logiques de levée de fonds ou de financement, de séduire des investisseurs. Et puis, même à la fin du parcours, quand on veut arrêter, comment on fait pour revendre? Regardez comme ça. Pardon? Faut pas me regarder comme ça. Non, mon regard balaye toute la salle. Donc voilà, donc c'est assez important. On dit souvent le hasard fait bien les choses. Moi, j'ai tendance à dire le réseau fait bien les choses. Il n'y a pas de hasard dans tous ces sujets-là. Si on compte sur le hasard pour trouver des associés, pour trouver des investisseurs, etc., non. Il faut capitaliser sur un réseau. Encore faut-il qu'on l'ait effectivement, et on y reviendra, correctement constitué, entretenu pour pouvoir l'utiliser. C'est pas un cours théorique, je suis pas, on disait un expert aussi. Enfin, on a tous des choses à partager sur les réseaux. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez partager l'expérience, vous n'hésitez pas à m'interrompre avec grand plaisir. Comme je viens de le dire, pour ceux qui sont sur Zoom, n'hésitez pas à vous les poser dans le chat et je les poserai à Mathieu au moment adéquat. Exactement. Je voulais vous partager, je veux que ce soit assez didactique, je voulais vous partager, moi, un exemple, un vécu pour illustrer ça. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été à la tête d'une agence social media entre 2011 et 2016. Et on a fait une fusion avec un groupe de communication, un groupe d'agences indépendants. Parce qu'au bout d'un moment, on considérait que pour aller plus loin, il fallait qu'on soit dans une sorte de galaxie avec d'autres expertises autour. Parce que quand on fait du social media, il y a beaucoup de sujets autour que nous, on n'avait pas forcément vocation à internaliser. La création vidéo qui devenait un sujet de plus en plus fort sur les réseaux sociaux, voire motion. Les sujets RP qui sont quand même relations presse, relations publiques, qui sont quand même
très proche des sujets social media, d'influence. Bref, un certain nombre de sujets qui a fait que voilà, on a fait ce choix, enfin j'ai fait ce choix avec l'équipe d'un rapprochement d'un groupe d'agences. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais fusion qui s'est extrêmement mal passée. Extrêmement mal passée, puisque en fait, au bout de 5 mois, elle a amené à la volonté de se séparer. Et elle s'est tellement mal passée que les fondateurs de ce groupe d'agences ne nous ont pas laissé repartir librement, alors qu'on avait un super business. On avait des clients récurrents comme Comptoir des Cotonniers, comme Soch, comme L'Oréal Luxe, comme Heineken, qui tous les mois dépensaient des budgets chez nous. A tué mon business. J'ai dû me séparer de clients. Et là, on est un peu dans la grande solitude de l'entrepreneur à un moment donné, de dire mais comment je fais? Parce que là, je n'avais pas d'associé, j'étais tout seul à la tête de ce business-là. Et on y reviendra. Et le réseau, c'est aussi beaucoup une question d'image. Et moi, j'ai voulu préserver, avant tout, un profil de sales, hein, préserver mon image auprès de mon réseau et auprès de qui est à 90% constitué de clients historiques et auprès de mes équipes. Et donc, j'ai passé les 3 derniers mois d'agonie à replacer mes clients, replacer mes équipes et la plupart du temps chez des concurrents. Et on dit souvent, le réseau, c'est, et vous l'avez un peu tous dit, c'est aller trouver des clients potentiels. Mais le réseau, c'est aussi connaître ses concurrents, c'est les rencontrer, c'est savoir sur quoi ils sont bons, sur quoi ils sont moins bons. C'est échanger des choses. Évidemment, on ne va pas se donner nos comptes de résultats et bilans avec des concurrents, mais c'est important parce qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, vous êtes en surcharge, vous avez besoin de sous-traiter une partie de vos commandes ou de vos carnets de commandes. C'est important de savoir avec qui faire appel. Alors, je ne vous souhaite pas mon expérience. Moi, il a fallu que je fasse, c'est trouver de la continuité à mes clients en les amenant à un de mes concurrents, avec qui j'entretenais des relations hyper cordiales et très bonnes, et voilà. Ou de proposer des gens de mon équipe, en tout cas de les recommander. Mais voilà, on pense souvent l'aspect développement commercial, on pense beaucoup de choses sur le réseau, mais dites-vous que c'est, notamment dans un parcours d'entrepreneur, quelque chose qui peut vous permettre de sortir de situations qui sont très désagréables et sur lesquelles vous avez besoin d'aide. Et je pense que ça doit vous faire à peu près pareil, vous qui êtes en stage, etc. Moi, quand j'ai commencé, j'étais impressionné quand je voyais mes managers, le réseau qu'ils avaient et surtout la facilité qu'ils avaient de l'activer, que ce soit pour des raisons commerciales. Donc, ils avaient un client, ils bloquaient sur un sujet, tac, ils appelaient un mec parce qu'ils le connaissaient, qui était un peu plus haut dans la hiérarchie, ils débloquaient le truc, ils ont signé le contrat, ou il y avait besoin d'avoir sur un événement un speaker qui paraissait intouchable, bah, il passe un coup de fil, c'était réglé, etc. Et dans mes premières années, notamment de salariat, quand je voyais ça, je me disais, waouh, jamais je pourrais faire ça, jamais j'aurais ce niveau de réseau et de capacité à activer ce réseau. Et l'exemple que je viens de vous citer m'a prouvé finalement le contraire. Et on se rend compte que après quelques années, on se rend compte. Hello. On se rend compte que au final, on est tous égaux pour peu. Et c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. C'est bien de commencer très tôt et d'avoir les bons réflexes. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de recette miracle, hein, je ne suis pas un magicien. Créer, entretenir son réseau, ça nécessite du travail, ça nécessite un focus, ça nécessite de faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles. L'objectif, ce n'est pas de vous donner une recette magique qui fait qu'en un minimum d'efforts, vous allez faire beaucoup de choses. C'est plutôt de vous donner des bons réflexes et vous faire comprendre qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qu'on a peut-être un peu moins. Justement. On part quoi? Quels sont les
les premières étapes? On commence par le créer, le réseau. Et ça, c'est un point qui est primordial. C'est pas tout de se dire qu'on rencontre des gens, mais ça nécessite de respecter quelques règles pour que ça fonctionne. La première, c'est sortir, pas en restant chez soi, ou c'est pas en restant derrière son ordi que crée son réseau. Alors j'enfonce une porte ouverte, c'est un joli jeu de mots sur cette slide, mais il faut participer à des soirées comme ce soir. Après, on va tous discuter, vous allez rencontrer des gens. Et qui sait, dans 5 ans, quelqu'un dans la salle, quelqu'un que vous contacterez parce que vous vous souviendrez de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, et ça pourra être utile pour vous. Donc, c'est hyper important de participer à des événements, de participer à des clubs. On y reviendra sur French Founders, mais il y a plein de solutions qui existent. Quand on dit ça, on enfonce une porte ouverte, c'est évident, tout le monde a compris que pour créer un réseau, il fallait rencontrer des gens. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que vous êtes à l'aise en fait de faire du networking? On entend souvent c'est un homme de réseau, c'est une femme de réseau, il est bon en réseau, et souvent on se dit bah ouais, moi je suis pas très à l'aise sur le salon, quand je vais à un salon, je vais à Vivatech comme la semaine dernière, je vais pas commencer à aller serrer des mains à gauche à droite, et j'ai pas cette aisance que certains peuvent avoir. Donc il faut savoir un petit peu se connaître, un peu savoir se situer. Mais le fait d'être introverti, d'être timide, c'est pas un problème. C'est à vous d'adapter en fait vos actions à votre profil. Quand on est timide et qu'on n'est pas forcément à l'aise pour aller vers les gens spontanément, privilégier des clubs, des réseaux où il y a des réunions en petits comités. C'est sûr que d'aller faire du networking sur un salon ou sur une conférence de 250 personnes dans laquelle vous ne connaîtrez personne, c'est pas du tout évident. Les clubs, il y a beaucoup de clubs d'entrepreneurs, APM, Croissance Plus, etc. C'est des clubs qui proposent des formats d'ateliers où il y a 10-15 personnes, où on est autour d'une table, on est tous égaux, on échange, on discute. Et c'est comme ça qu'on rencontre des gens et qu'on crée son réseau. J'avais la question tout à l'heure, comment on fait quand il n'y a plus d'événements? Alors, désolé si c'est un peu instant pub, mais chez French Founders, pour donner un exemple, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on accompagne 4000 entrepreneurs et dirigeants dans le monde dans leur networking. Souvent, je dis que l'aspect événementiel est marginal. On fait 400 événements par an. Donc c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas là la valeur. Parce que, évidemment, l'événement, c'est génial, on rencontre des gens. Souvent, c'est la thématique amène des personnes qui ont des problématiques, des enjeux, des expertises, des passions qui sont communes. Mais en fait, la grande force d'un réseau comme celui-ci, c'est que tout le monde, tous les membres sont suivis par ce qu'on appelle un relationship manager, et ils font des points tous les 2-3 mois avec leurs membres pour comprendre leurs enjeux du moment, leurs expertises, leurs forces. Pas innocent qu'on ait posé ces questions-là tout à l'heure, c'est quoi mes forces et c'est quoi mes besoins. Et en fonction des besoins exprimés par les membres, on va aller trouver dans le réseau des personnes qui ont des expertises, qui ont des expériences, qui répondent à ces besoins et dont on sait qu'ils vont pouvoir les aider. C'est un travail de fourmi, et c'est ce qui nous a permis pendant le Covid de survivre, là où beaucoup de clubs business ont galéré parce qu'ils étaient principalement basés sur de l'événementiel. C'est que, et dans une période comme celle du Covid, où les gens ont encore plus eu besoin d'aide, ou encore plus eu envie d'aider, c'était la possibilité en fait de faire des connexions pertinentes un à un. Donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs formules, et faire du réseau, c'est pas aller taper dans un événement de 250 personnes en allant serrer des mains et distribuer des cartes de visite. Alors surtout pas distribuer des cartes de visite comme on distribue des petits pains, parce que je pense que c'est la pire façon de faire du réseau.
On reparlera de la pertinence tout à l'heure. Mais C'est pas fini, carte de visite? Enfin, moi, j'en ai pris depuis des années, mais... non. Non, d'ailleurs, je me suis fait avoir par une pub, j'ai deux doigts d'acheter. Non, je pense qu'il y a des cartes virtuelles. Maintenant, on peut changer ses coordonnées et en le passant sur le téléphone, ça fait. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit forcément virtuelle? Digital, je veux dire. Oui, mais même. Ce soir, si je croise quelqu'un qui va m'intéresser, il aura ma carte de visite. Non, mais attendez, moi je dis pas que la carte de visite papier. C'était la question si c'était encore un sujet. Non, mais je pense que le mode d'utilisation a peut-être changé. Oui. Mais je pense que la valeur de la carte de visite papier. Non, enfin, on sort du sujet, mais je sais pas vous, mais combien on a de blocs de cartes de visite dans nos tiroirs inutilisés où le numéro de téléphone n'est plus bon, la job description n'est plus bonne. Alors quand on a des carrières de dirigeants dans une boîte, mais quand on est salarié et qu'on change de fonction tous les 1 an et demi, 2 ans, qu'on change d'adresse, de numéro de téléphone, on se dit c'est un peu un gâchis pour la planète, mais c'est un autre cas. Après, voilà, justement, c'est comme tous les marchés, il y a des utilisateurs d'un mode ou d'un autre. Et justement, ce que disait Mathieu, c'est que, bon, bah, effectivement, il y a un usage qui est moindre par rapport à avant, mais bon. Ça reste un objet. C'est un objet. Alors, moi, ce que je disais sur les cartes de visite, c'est la distribution massive. Non, mais on est d'accord. Ça c'est has-been. Et ça, juste pour rebondir, pour prendre un exemple que j'ai déjà vécu en tant que club entrepreneur, justement, on avait parfois des personnes qui me disent bon bah voilà, moi j'aimerais bien venir parler un petit peu de mon entreprise et ce que je lui expliquais c'était que le club entrepreneur en tant que tel c'est fait justement pour favoriser le réseau, etc. Si on a un sujet intéressant, j'ai pas invité Mathieu pour qu'il parle de French Founders parce qu'il y a quelque chose derrière à nous transmettre. Par contre, il y a des personnes qui s'entêtent dans une approche distribution de cartes de visite et pendant toute la soirée, c'est moi je. Pas forcément. Faire attention, du coup. Non, mais c'était l'illustration. Une fois de plus, moi, j'ai rien à vendre. Et pour ce qui est de sortir, juste pour terminer, on va y revenir assez souvent sur ce soir, mais le réseau, c'est de la relation commerciale. Donc, dans mes équipes, Mélisse peut en témoigner, et ce que je dis à mes commerciaux, c'est vous n'êtes pas là pour vendre votre truc, vous êtes là pour écouter le client, comprendre ce dont il a besoin et voir dans quelle mesure ce qu'on vend, ce qu'on peut lui proposer correspond à son besoin. Et c'est une bonne chose à appliquer sur le réseau, surtout pour des gens timides. Si on n'est pas à l'aise pour engager une conversation, etc., posez des questions. Intéressez-vous à la personne. Demandez-lui ce qu'elle fait. Et on fonctionne tous pareil, hein. On fonctionne tous à l'ego. Hein. Les gens qui s'intéressent à vous, qui vous posent des questions, on adore. Les gens qui parlent que d'eux et qui disent moi je, ça nous intéresse moins. Donc, pour le coup, c'est une règle qui est à respecter et qui est une bonne échappatoire pour des gens qui sont un peu timides. Si on est timide, on raisonne plus, encore plus. Alors, au bout d'un moment, il ne faut pas tomber dans l'interrogatoire, hein, on est d'accord, mais il va falloir parler de soi. Mais souvent, quand on est timide et qu'on a eu l'autre qui a parlé, il y a eu de l'interaction, au bout d'un moment, la glace est brisée et ça devient un peu plus simple. J'ai vu un lien d'ailleurs entre les deux thématiques. La semaine dernière, à un événement où Sébastien était là, il y a quelqu'un commercial dans l'âme qui a sorti un étui en plastique super design. Il l'a déplié comme un éventail et il y avait dedans quelques cartes de visite avec une citation différente sur chacune. Et il choisit. Bon, il est vraiment très bon en commercial. On n'est pas obligé de dire qu'on pense de la citation qu'on a choisie. Est-ce que ça résonne en nous et tout. Et la discussion, elle est lancée. Donc en fait, à la fois, il nous pose une question, à la fois, il donne sa carte d'une manière un peu revisitée, qui correspond en plus à son métier. Je trouve que je ne sais pas s'il a classé dans les timides. Je sais pas s'il a classé dans les timides, lui. Ouais, mais non. Après, c'est des techniques d'approche et de light breaking qui sont notamment. Il y a des niveaux là. Il y a des niveaux là. On est professionnel. Après, c'est vrai, c'est pas voilà. Comme disait Mathieu, même en n'étant pas forcément super à l'aise, mais en général, cet outil est indispensable, donc il faut l'utiliser.
sans oublier de parler un peu quand même. On va avancer un peu. Vous sortez, vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux, faut répertorier votre réseau. Alors, j'ai mis le logo de LinkedIn derrière. LinkedIn est un super outil pour ça. Parce que on pense que, acheté par Microsoft il y a quelques années, je pense que c'est un site qui est durable et qu'on ne verra pas disparaître, donc vous ne perdrez pas tout votre réseau le jour où LinkedIn fermera, parce qu'a priori, LinkedIn ne fermera pas, en tout cas pas tout de suite. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Alors après, classer vos cartes de visite, etc. Mais c'est vraiment important. Dès que vous rencontrez, moi, c'est un exercice que je me suis imposé. Dès que je rencontre quelqu'un avec qui j'ai une discussion, je l'ajoute sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'en quelques années, vous atteignez des milliers, voire dizaines de milliers de contacts. On a eu un débat avec Sébastien, on n'est pas forcément alignés. Après, les objectifs ne sont pas les mêmes, mais moi, dans la mesure du possible, je pense avoir réussi à tenir le truc. Je pense que j'ai 85% des gens que j'ai sur LinkedIn, c'est des gens à qui j'ai parlé à un moment donné. Le reste, c'est des gens qui m'ont contacté et peut-être que l'approche m'a plu ou peut-être qu'en voyant leur profil, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et derrière, j'essaie d'amorcer une discussion. Je ne suis pas là pour faire un cours sur LinkedIn. On en a eu un cet après-midi, d'ailleurs, Mélisse, mais ce n'est pas le sujet je ne vais pas focaliser sur LinkedIn. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a Twitter, il y a plein d'autres réseaux sociaux qui peuvent être adaptés. Mais voilà, répertorier. Et s'il s'agit de LinkedIn, comme d'ailleurs des cartes de visite, il y a un point aussi qui est important et que moi j'ai regretté à un moment donné, c'est parfois, et pour le coup LinkedIn ne vous le donne pas, c'est de noter le contexte dans lequel vous avez rencontré les gens et ce que vous avez retenu de la discussion avec eux, son expertise, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Parce qu'on y reviendra, le jour où vous avez besoin d'utiliser ce réseau, c'est bien d'être à propos. C'est bien d'être pertinent par rapport à ce que vous pensez être la personne que vous avez en face de vous. Donc, un répertoire, un truc, je ne sais pas, à côté, chacun sa technique, digital, papier, les deux écoles se respectent, mais essayez de conserver de l'information et du contexte. Bon, tu dis répertorier, c'est aussi classé, ou pas? Moi, je pensais répertorier dans le sens organisé. Alors, quand je dis répertorier, c'est enregistré, c'est conserver une trace. Donc, l'ajout sur un LinkedIn ou le placement d'une carte de visite ou dans le répertoire, c'est une très bonne chose. Après, on le verra et on en parlera, mais si vous accumulez 3500 contacts, vous n'avez pas vocation à entretenir 3500 contacts forcément. Il y a des choses, il y a un peu comme les clients, un tier 1, tier 2, tier 3. Il y a des gens, c'est mon cœur de cible, il y a des gens, pourquoi pas, et on ne sait jamais. Puis il y en a d'autres, bon, sauf miracle. Du coup, faut les enlever ou faut le laisser? Non, il ne faut pas les enlever. Là, on avait la question cet après-midi. On avait quelqu'un de l'équipe, on avait une experte LinkedIn pour le coup qui intervenait et il y avait quelqu'un de l'équipe qui disait est-ce que je dois faire du tri dans mon LinkedIn? Est-ce que je dois nettoyer? Je dis, je sais pas, tu as combien de followers, de contacts? Il dit oh, je ne sais pas. Bon, il en avait 1400, bon, ce qui est bien, c'est pas énorme, ce qui est bien. Et il dit non, mais tu sais, la limite c'est 30 000, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Mais après, dans l'idée, prenons un exemple tout bête. Là, on s'est rencontrés ce soir. Alors, moi, je n'ai pas le même usage justement, mais dans l'esprit, imaginons dans un an ou deux, j'ai, je ne sais pas, un étudiant que je trouve sympa et qui me dit « Ah, je cherche un stage dans la finance, je galère ». Je vais dire « Tiens, il me semble qu'il y a quelqu'un qui à l'époque était en recherche de DAF et je vais pouvoir te contacter en disant bah, « Tiens, au fait… je vois que tu as trouvé, j'ai vu sur LinkedIn que tu avais trouvé. On a un petit jeune de Neoma qui cherche un stage, est-ce que tu n'aurais pas une place? » Et le fait que je te dise, tiens, en fait, on s'est vu. Il faut contextualiser, parce que quand on a des demandes, moi j'en reçois de gens inconnus, moi j'ai pas eu tout envie d'accepter, parce qu'on se dit, bon, utiliser notre réseau. Enfin, c'est pas gratuit, quoi. C'est un échange dans les deux sens. Mais justement. Voilà, moi j'utilise en mode, j'ai si possible parler, ou ça va m'être utile, il faut être honnête. Si la personne me demande, elle est recruteuse d'un super cabinet, on va pas dire. Justement, moi j'ai changé de point de vue par rapport à ça.
J'avais pas de philosophie. Et je me rends compte que moi, j'accepte tout. Ouais. Et que le business, il me vient parce que justement, j'ai accepté des gens auxquels je ne pensais pas du tout, par des biais complètement improbables. Et on est souvent étonné parce que justement, on a un biais de confirmation, c'est qu'on va se focaliser sur un canal ou un autre, et c'est souvent par des canaux détournés que moi, personnellement, je fais mon business. Et à chaque fois, Ça rejoint ce que je disais sur Ralph Lauren tout à l'heure. C'est-à-dire que forcément, si tu ouvres pas, tu restes dans l'entre-soi. Par contre, moi, ce que je fais quand j'ai des gens qui me contactent, qui me demandent et que j'accepte, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, souvent, je leur glisse un message derrière. Enchanté, merci pour la demande de connexion. Ravi de prendre 5 minutes pour faire un call pour apprendre à se connaître, quoi. Ouais, là, c'est du niveau. Ouais. Pour moi, voilà. Non, mais pour moi. Mais tu fais quoi? Parce que tu n'étais pas présenté au début. Ah, pardon, mais je ne sais pas qu'on s'était Désolé, non, mais comme Oui, c'est vrai qu'elle est arrivée après. Je suis en retard. Moi, en fait, avant, je faisais du marketing commercial, et puis après, j'ai fait plusieurs reconversions. J'étais un moment comédien, et là, aujourd'hui, je fais de la formation. Et donc, en me lançant dans le business de la formation, au début, j'ai dû faire du réseau par la force des choses. Et j'apprends plein de trucs là depuis le début. Mais par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que j'ai appris que donner avant de recevoir, c'est la règle. C'est que tu donnes. Tu peux éviter de me spoiler la suite. Il a le côté comédien là. Mais c'est ce truc-là en fait, parce qu'au début, je me concentrais uniquement quand je savais pas faire de réseau, je me concentrais uniquement sur des cibles potentielles et j'attendais en fait un retour. Tu vois, je faisais du OK, je vais me concentrer sur des DRH, sur des trucs comme ça, des choses qui me paraissaient évidentes. Et la plupart du temps, en fait, excusez-moi du terme, ils en ont un peu rien à foutre de moi. Je vais les voir, je vais leur dire est-ce que tu es OK? Et finalement, tu te rends Non, mais compte je parlais que- du niveau. Voilà, si c'est en effet des étudiants, des stagiaires qui juste parce qu'ils se disent on a le même nom, voilà, quelque chose, demande sans phrase, sans contexte, ça ne donne pas envie. C'est plus. Voilà. C'est comme le snob qui vend des placements et qui prend l'annuaire. Voilà, c'est plus le côté. Alors, il prend la tranche de promo, il dit bon, alors celui-là, il a 40, 50 ans, bon, il a commencé à avoir gagné un peu de thunes, et il prend toute la liste. Bon, le gars. Justement, c'était un peu le propos quand tu contextualises, parce que justement, tu as pris tes petites notes, c'est beaucoup plus efficace. Mais en même temps, par exemple, sur les publications, je me rends compte que je touche des gens et par effet de rebond, cette personne-là qui t'a contacté avec un objectif bien précis, en fait, si tu l'as accepté, tu te rends. Non, mais là, on est sur du téléphone. Là. Ah oui, je parle de LinkedIn. On va y revenir. Excuse-moi, mais tu as loupé la présentation. Moi, je fais partie de la préhistoire. D'accord, ok. On va avancer parce qu'on est en train d'aborder des sujets qu'on va traiter et puis je ne vais plus rien avoir à dire. Oui, peux-tu nous parler justement de savoir, tu commences à nous parler de comment savoir activer de manière pertinente ce réseau. Donc là, on était sur les... Le truc, quand on crée son réseau, c'est pas tout. Enfin, répertorier, garder des cartes de visite, ajouter des gens sur LinkedIn, c'est pas ça qui va faire que dans... En revanche, moi, je pense qu'un moyen, effectivement, de répertorier et de contextualiser ou de garder le contexte, c'est justement, effectivement, sur LinkedIn, de très vite, dès le contact, en fait, faire un tout petit échange pour dire dans quel contexte, pour l'écrire, en fait. Parce que comme ça, on garde l'historique et puis on... Ouais, complètement. Alors, effectivement, ensuite, quand le contact date de très longtemps, il faut remonter très haut dans l'historique, mais n'empêche qu'on l'a. Donc, le sujet, c'est comment on fait une fois qu'on a commencé à se créer un réseau et on commence à accumuler les contacts, comment on l'entretient. Comment on l'entretient dans un objectif, c'est le jour où on en aura besoin de le rendre activable. Faut encore sortir. Sortez encore. Là, il y a deux choses. Il y a continuer, évidemment, les clubs, les réseaux d'alumni, etc. Pourquoi? Parce que c'est un énorme avantage. C'est qu'en étant récurrent sur ce genre d'événement, vous allez à la fois, et ça répond au point 1, rencontrer des nouvelles personnes, et vous allez revoir des personnes que vous avez déjà vues. Et vous allez entretenir une relation avec eux. Pas besoin de vous le dire, mais de voir 2, 3, 4 fois des personnes, même si vous n'entretenez pas des relations proches, il y a un lien qui se crée et par la force des choses, on devient plus proche. Donc, c'est un super bon exercice. Et une fois de plus, les clubs, les réseaux restent un super bon outil pour faire ça. Après, il y a une approche qui est, pour le coup, par rapport à la création de réseaux, qui est plus
individuelle, c'est prenez des cafés avec des gens. Enfoncez encore des portes ouvertes, hein, mais prenez des cafés, déjeunez avec des gens, forcez-vous. Alors, j'aime pas ces trucs-là de dire, on a eu dans la formation, faites tant de trucs par semaine, tant de trucs par mois, etc. Mais essayez de ne pas laisser passer un mois sans avoir fait un café, voire un café et un déj avec quelqu'un de votre réseau. Et là, comment justement on réactive pour proposer ça quand on ne l'a pas fait du tout et que du coup on dit qu'il faut financer? En fait, t'as pas. Alors, soit. J'ai entendu ça parce que de collègues, mais il faut avoir l'énergie de se dire je vais recontacter quelqu'un que j'ai vu ni Neve d'Adam depuis des années, lumière. Ça, en fait. C'est-à-dire que, une fois de plus, LinkedIn, c'est un super outil. On en parle. Une fois que tu as ajouté des contacts, c'est pas tout de les avoir ajoutés, il faut interagir avec les contacts. Et j'ai pris un exemple d'un post qui a été publié hier, et j'ai un ami qui est fondateur et CEO d'une boîte. Ils viennent de faire une série B, ils viennent de lever 30 millions. Je les ai félicités. Et derrière, c'est très facile d'embrayer par un message privé et lui dire tiens, félicitations, à l'occasion, on fera un café. Alors moi, je vis à Rennes, donc quand je suis de passage à Paris, ça crée le comment dire, le prétexte et on embraye. Et pour ça, et on va y passer un tout petit peu de temps, on avait commencé à en parler, mais LinkedIn, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir suivre les actualités de vos contacts et votre réseau. On n'est pas obligé de le faire soi-même, parce que moi j'ai testé. Alors si, je vais y venir après. Le truc, c'est que moi, j'ai des gens que j'ai ajoutés il y a 10 ans, 15 ans. Évidemment, ils n'ont plus du tout le même poste. Ils sont peut-être même plus du tout dans le même pays. Ils font plus du tout la même chose. Et donc, ça permet de mettre à jour ces notes. Parce que les notes qu'on a prises il y a 10-15 ans, son petit répertoire le jour rencontré, elles ne sont plus forcément d'actualité. Donc, le fait de suivre les gens et d'être actif sur LinkedIn, LinkedIn, il peut pas... si vous voulez développer votre réseau, il ne peut pas se passer une seule journée sans y passer un peu de temps. On parlait juste de poster des trucs comme sur Twitter. Ça, c'est une autre chose que de regarder. Mais je ne parle même pas de Twitter. Twitter, c'est un autre niveau. Non, mais genre des news, mettre des news, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est être actif? L'idée, ce qu'il dit, c'est de voir déjà, quand tu as un interlocuteur qui t'intéresse, justement, de suivre son actualité. Exactement. Et ces prises de parole à lui vous donnent un prétexte pour réagir et interagir avec lui et d'entretenir la relation. Parce que, une fois de plus, on retombe sur les histoires d'ego. Quand vous publiez un post, c'est tous pareil. On fait pomme R pour voir combien on a reçu de likes, combien on a reçu de commentaires, qui a liké, qui a commenté. Et on est super. Et on dit au bureau ouais, moi, t'as vu, j'ai plus de likes que toi sur mon post et tout. Et on est tous pareils. Donc, dites-vous que de l'autre côté, c'est pareil. La personne, si elle voit que vous avez liké, même si vous n'êtes pas vu depuis 10 ans, vous likez, voire mieux, vous commentez son truc, etc., ça va la flatter, ça va lui faire plaisir. Et le jour où vous allez débarquer avec un truc plus ou moins à lui demander, on y reviendra, ils vont se dire ah bah ouais, lui, il m'a suivi, il m'a souvent encouragé. Vous savez, sur LinkedIn, quand vous postez nouveau job, il y a marqué nouveau job avec des confettis, etc. Félicitations, c'est top, bravo pour ton truc. Enfin, tu vois. Et ça peut paraître complètement faux cul. Oui, c'est vrai. C'est ça qui me bloque. Sur Facebook, ok, c'est vrai, c'est notre vie personnelle, mais ça, c'est pour les pros. J'avais un côté blocage de l'appareil faux cul. Si c'est faux cul, c'est que tu as laissé trop de temps entre le moment où tu as ajouté la personne et le moment où tu vas interagir avec elle. Parce que si tu le fais régulièrement. Trouver un petit truc pour personnaliser. Et si tu le fais, si effectivement ça fait 15 ans que tu n'as eu aucune interaction, zéro interaction avec la personne, et que je dis même pas un like sur un de ses commentaires, et que tu débarques du jour au lendemain, et que pendant 3 semaines, tu likes tous ses posts, et tu commentes tous ses posts, qu'est-ce qu'elle veut? Je vais demander un truc. Tu vois, juste pour rebondir là-dessus avec une expérience personnelle, et ça, c'est un truc qui date d'il y a genre 3 mois, je suis tombé par hasard sur le post d'un ami de collège. Te dire, puis c'était en Normandie, c'était même pas. Et en fait, il changeait de poste. Et là, j'ai vu passer Xavier devient directeur d'un hôtel, pour tout te dire. Et
Donc, je peux même pas dire, ça fait plus de 15 ans. Et là, bah, tout ce que j'ai fait, je lui ai dit, bah, écoute, je me suis dit, il va peut-être se souvenir de moi. Je lui ai envoyé un petit message en disant, écoute, ça me fait plaisir de voir que tu as bien évolué. Bah, si ça te dit, à l'occasion, on se prend un petit café. Et pourtant, bah, ça fait plus de 15 ans. Parce que ça a 20 ans, oh putain, ça fait mal. Non, mais après, je vais y revenir après, mais il y a des sujets d'authenticité, de sincérité. C'est-à-dire que si ce que vous faites ne vous ressemble pas, les gens, ils le ressentent tout de suite. Donc, il faut être sincère. Après, il y a des grosses. Tout le monde a parlé du réseau dans des logiques commerciales ici, quand on a fait le tour de table, enfin beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire ça, d'interagir sur les posts des autres, sans même encore parler de publier soi-même, c'est aussi de se donner de la visibilité à soi. Parce que vous avez les gens qui vont liker, commenter les posts des autres, tout le monde est curieux, hein, et je pense que LinkedIn fait son gagne-pain sur la curiosité des gens. Qui va pas regarder, qui a regardé votre profil, etc. Vous vous rendez visible. C'est un réseau social. Donc, ça sert déjà à vos intérêts. Après, on est dans une ère où, et notamment quand on est entrepreneur, et j'ai pas pris la photo. Alors, je sais pas si vous connaissez Justine Hutto, qui est une jeune entrepreneuse qui a lancé une marque de cosmétiques responsable qui s'appelle Respire. Alors, on aime, on n'aime pas, mais c'est l'exemple type de l'incarnation d'une marque par son fondateur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle est partout. Bon, ça s'est un peu calmé, mais elle est partout. Moi, je ne donne pas d'avis, c'est bien, c'est pas bien. C'est peut-être un exemple très poussé, très extrême, mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment développer un réseau en tant qu'entrepreneur ou en tant que commercial, il faut prendre la parole, il faut s'exprimer, il faut se rendre visible, et pas juste commenter des posts d'autres personnes. Là, ce n'est pas un cours sur LinkedIn et sur le personal branding sur LinkedIn. Je ne vais pas vous donner des réponses à tout ça, mais je pense que tout le monde l'a perçu, et c'est important que vous preniez la parole pour à votre tour donner des nouvelles, parce que votre réseau aussi, au même titre que vous avez envie de savoir et de rebondir sur ce que font les autres, ben, il faut que vous disiez ce que vous faites. Il faut que vous traitiez sur des sujets sur lesquels vous avez envie de vous positionner, exactement comme le personal branding d'une marque, hein. Elle prend la parole sur ses sujets de prédilection et elle fait de la curation sur des contenus qui correspondent à son positionnement de marque, etc. Et c'est hyper important d'être dans l'authenticité. Si ça sonne creux, si ça sonne faux, si entre votre façon de parler sur les réseaux sociaux et quand les gens vous rencontrent dans la vraie vie, il y a un énorme décalage, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire justement, pour sortir justement de LinkedIn dans la vie au quotidien, finalement ce personal branding, est-ce qu'il ne doit pas se travailler un petit peu avant de venir justement, de sortir et d'aller à des événements pour, surtout quand on n'est pas à l'aise, travailler un petit peu le message qu'on veut faire passer, se dire ok, bon bah, ma problématique du moment c'est ça, donc je vais essayer justement d'aller voir telle ou telle personne, ou au contraire j'y vais sur une approche très ouverte et je rencontrerai qui je rencontrerai. J'ai l'impression que dans tous les cas, il faut, même hors dehors de LinkedIn, travailler un peu ce personal branding. Oui, complètement. Il y a deux points dans ce que tu dis. Il y a sa préparation perso. Je pense que faut tous avoir son elevator pitch. On est capable en 1 minute, 2 minutes, expliquer qui on est sans être chiant, être impactant. Et il faut savoir. On vous a tous pris de court, hein, en faisant le tour de table, mais globalement c'était très bien. Il faut être capable d'être synthétique et d'expliquer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on cherche. Et voilà. Ça c'est hyper important. Ça rejoint une fois de plus, désolé de parler de French Founders, Sébastien, mais nous, quand on fait des événements
chez French Founders, quand on a la possibilité d'en faire, il n'y a pas de règle sanitaire qui fait qu'on ne peut pas en organiser. Un événement chez French Founders, à l'inverse de beaucoup de clubs, ce n'est pas un événement où on réunit des gens et on se dit, bah, tiens, comme ils sont tous venus sur la même thématique, après, on va mettre dans un coin des petits fours et puis une bouteille de coca, et ils vont se parler naturellement, et on va les laisser échanger entre eux. Il y a un côté proactif, c'est-à-dire que le matin ou la veille de l'événement, les équipes, comme c'est des membres, on les connaît, on sait ce qu'ils font, etc. On prépare en fait les connexions. On dit, bah, tiens, un tel, on va le connecter avec un tel qui sera présent. On prend la liste des participants et on voit qui on va connecter à qui, sur quel thème. Donc, on leur facilite leur travail. Mais normalement, si vous allez dans des événements et que vous n'avez pas cet accompagnement-là, vous fassiez la même chose. C'est-à-dire que vous, il faut que vous preniez la liste des participants, vous fixiez des cibles et qu'il faut que vous prépariez votre approche. Comment je vais l'aborder, sur quoi, qu'est-ce qui m'intéresse. Alors, on y viendra un petit peu quand on parlera de comment utiliser son réseau. Évidemment, il faut être fin, parce que si on arrive avec ses gros sabots, ça peut être contre-productif. Mais évidemment que ça se prépare. Donc, j'en parlais tout à l'heure, d'aller sur des événements, d'aller sur des clubs, etc., c'est bien, mais anticiper et préparer, c'est mieux. Pour le coup, la liste des participants, ce soir, elle n'était pas forcément... moi, je ne l'ai pas trouvée accessible en totalité. Alors là, J'ai j'avoue trouvé que... pour certaines personnes, mais pas pour tous. Je t'avoue que, étant animateur, moi j'ai accès à toute la liste et c'est vrai que je ne sais pas comment ça se présente. Normalement, en haut, tu as les icônes avec les photos des gens et en dessous, tu as marqué X participants et quand tu cliques dessus, tu tombes sur la liste. Mais il faut être logué. Tu peux développer sur le côté, alors préparer en essayant de faire son pitch, mais comment anticiper pour le côté essayer d'être fin dans un événement où on va. Non, mais quand je dis essayer d'être fin, c'est compliqué quand on arrive et qu'en effet on va pas connaître les personnes et on vend son projet, enfin un projet que ce soit commercial ou. Commence pas par vendre pour vendre, déjà. Non, bien sûr, mais c'est voilà, plus de voilà. Non, mais subtiliser entre ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est intéresse-toi à la personne, pose-lui des questions, donne-lui le sentiment que vous vous êtes rencontrés par hasard, que tu es allé vers lui parce que tu as vu qu'il était tout seul et qu'il était. Enfin, tu vois, c'est. Je pense que ça rejoint ce que disait Julien, quand vous êtes dans un événement, vous allez vous concentrer sur ceux qui ont le plus de monde autour d'eux, mais en fait, à aller échanger avec des gens qui sont tout seuls avec leur coupe de champagne et qui n'osent pas parler avec les autres, bah, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Hein. Et c'est souvent les gens qui ont les choses les plus intéressantes à raconter parce que voilà, ils sont peut-être moins à l'aise. Mais effectivement, ça passe par poser des questions, s'intéresser à la personne et délicatement, mais on va y revenir juste après, amener le sujet, quoi. Alors, maintenant qu'on a ce réseau, enfin, parce que utiliser le réseau, et ça rejoint ce que tu disais, j'ai oublié ton prénom tout à l'heure. Bon, bah, si c'est arrivé comme ça, en mode, tiens, au fait, ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vu, mais tu n'as pas un job pour moi, au fait, ou je suis étudiant, ouais, t'as pas un stage pour moi, c'est malheureusement en fait ce qu'on constate très souvent, et d'ailleurs l'exemple des étudiants est très bien, donc prenez-en bonne note, ne faites pas comme la plupart, c'est ouais, je suis ancien, je suis étudiant à Neoma, j'ai besoin d'un stage, t'as quelque chose pour moi? 70 000 comme vous avez dit donc. Voilà, donc on ne fait pas nos erreurs. Chacun ne doit pas vivre sa courbe d'apprentissage dans son coin. Pas que tu aies des conseils, mais aussi peut-être des petites illustrations des choses à ne pas faire. Ouais, il y a un point, je ne vais pas spoiler tout à l'heure, merci Julien. Il y a un point qui est important, c'est donner pour recevoir. Si la personne en face de vous a le sentiment que tout ce qui l'intéresse, c'est que vous vous avez à prendre chez lui jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien et que vous partirez le jour où vous aurez pris tout ce que vous avez envie de prendre, ça ne marche pas. Donc, je disais tout à l'heure, il faut être authentique. Alors, je pars du principe que les gens sont comme ça. Mais si on est authentique et qu'on est un shark, bon, peut-être que c'est plus compliqué. Mais ça, c'est hyper important. Nous, dans le club French Founders, c'est un des
c'est un des critères de sélection. C'est-à-dire qu'au-delà du profil, c'est vrai qu'on valide que des gens qui sont à des niveaux de responsabilité élevés, etc., parce que ce n'est que des personnes comme ça qui peuvent avoir des problématiques auxquelles on peut répondre, en face desquelles on peut mettre des gens qui sont à même niveau. Mais le deuxième critère, une fois qu'on a vu ça, parce que ça c'est très vite vu, hein, il suffit de regarder le profil LinkedIn, le CV, etc., on voit vite si la personne elle répond aux critères, c'est des gens qui ont compris que dans le réseau, ils n'allaient pas venir consommer un service. Ils allaient, oui, par moment, on allait leur faire des mises en relation qui allaient les servir, parce qu'ils nous ont exprimé des problématiques, des enjeux, et on va leur trouver des gens avec qui parler. Et parfois, parce qu'on a des gens en face qui ont des problématiques et des enjeux sur lesquels eux peuvent aider, on va les connecter à des gens et ils vont donner du temps. Et ça c'est primordial. Et ça, malheureusement, je pense que ce n'est pas la majorité des gens pour l'expérimenter au quotidien. Et nous, il nous arrive de refuser des gens. La pire question à poser dans les premiers calls qu'on fait, c'est de quoi je vais pouvoir bénéficier dans le réseau. C'est quoi le service? Vous me proposez quoi? En fait, tu n'as pas compris. Donc, ça ne marche pas. Vas-y. Je suis d'accord avec les données avant de recevoir pour que la personne puisse, d'une certaine manière saine, se sentir un peu redevable. Mais un jour, on m'a dit quelque chose qui est pertinent. Je trouvais, paradoxalement, quand on donne à quelqu'un, on se sent émotionnellement impliqué dans la relation. Donc si quelqu'un, je lui donne rien, il m'a juste donné, mais le contexte faisait que c'était intéressant, pas avec une arrogance de qu'est-ce que ça va m'apporter. Si quelqu'un me donne, peut-être qu'il est un minimum émotionnellement impliqué dans la relation et en fait plus tard ça pourra marcher aussi. Donc est-ce que paradoxalement... Non, mais on peut donner et jamais recevoir aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, quand je dis ça, je dis pas que tu dois nécessairement avoir donné à quelqu'un avant de pouvoir aller lui demander quelque chose. Non. Ce que je dis, c'est que dans ton approche, dans ta façon de te comporter et t'exprimer et d'échanger avec lui, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il ressente que toi aussi, tu es dans le give back. Si toi, tu t'arrives avec des moi-je et des est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que tu peux me donner ça, déjà j'ai vu que tu étais connecté à un tel, est-ce que tu peux me connecter avec lui, et jamais tu lui dis est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais que je te présente dans mon réseau, est-ce que tu as un problème en ce moment pour voir si je peux t'aider, etc. Enfin, ces gens-là, ça se ressent très vite. Et je pense que c'est tous notre cas. Moi, j'ai aidé plein de gens en me disant j'espère et je pense que le jour où j'aurai besoin d'eux et que je viendrai sonner à leur porte, ils se souviendront que je les ai aidés à un moment. Après, on peut avoir des mauvaises expériences qui font qu'on devient un peu plus sur la défensive sur ces sujets-là, mais je pense qu'il faut que ça prime. Il faut partir probablement peut-être naïf, mais de se dire que voilà, les gens ont un bon fond et que ça marchera. Après, quand tu sens que les gens ne marchera pas, tu les sors. Là, pour le coup, tu peux les supprimer de LinkedIn. C'est une question de posture. Ouais, de posture, de ressenti de l'autre côté. Moi, j'ai une question, parce que concrètement, du coup, quand on est étudiant et qu'on cherche un stage et que, par exemple, on a vu dans l'annuaire une personne qui travaille dans l'entreprise de notre rêve ou une entreprise qui nous intéresse, comment on fait dans ce cas-là pour la contacter sans forcément la connaître ou sans forcément lui avoir adressé la parole? Ouais, dans le réseau, tu as une chance, je pense, et je pense que c'est le cas de tous les gens qui sont diplômés, c'est que tu as un sentiment de give back qui est incarné par beaucoup de gens. J'ai été à sa place à un moment donné, elle a fait la même école que moi, même si, bon, maintenant, elle était à Reims, alors que moi, j'étais à Rouen, mais bon, c'est pas grave. Et tu te dis, il y a des points, surtout quand il y a un écart. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais quand toi, tu as 10, 15, 20 ans d'expérience et que tu es face à quelqu'un qui sort de l'école, t'attends pas d'elle que tu veux lui rendre un service et qu'elle va te rapporter quelque chose. Tu sais très bien qu'elle n'est pas en posture aujourd'hui de t'aider. Peut-être que plus tard, peut-être que dans 5 ans, moi je te trouve un job, peut-être que dans 5 ans, c'est toi qui vas m'aider. Mais c'est pas le sujet là. Je pense que là, on est sur un cas où tu es plus dans de te dire, voilà,
il y a un lien de connexion. Tu parlais de lien, tu vois, et je pense que c'est une question de lien. Le lien qui nous rapproche, c'est l'école et c'est le réseau des alumni. Et aussi fin soit-il, il est existant. Donc c'est là-dessus qu'on joue. Et d'ailleurs, toute personne moi qui me sollicite, et je pense que tu fais la même chose, c'est j'ai vu que tu étais du réseau, ou vous, que vous étiez du diplômé de Neoma, je vous contacte, etc. Et puis après, c'est la façon de se présenter. Et puis, est-ce que j'ai quelque chose à dire pour elle, quoi. Personnaliser un peu, parce que si on sent que c'est Bien sûr. une copie-coller de masse, ça refroidit mais direct, et ça se devine tout de suite. On revient sur ce dont tu parlais tout à l'heure. Et d'un point de vue entrepreneurial aussi, moi, je sais que c'est un conseil que je donne de manière générale. Tu parlais tout à l'heure d'ego, Mathieu, et l'ego, c'est pas forcément péjoratif. À partir du moment où tu sollicites quelqu'un, que ce soit pour un stage, que ce soit pour une mise en relation par rapport à un poste, etc., si tu lui dis, justement, alors typiquement wesh gros, comment ça va? J'exagère à peine, il y en a certains, tu dis, mais non, tu cherches un stage, tu me contactes comme ça. Donc effectivement, bon, dans les générations un peu au-dessus, en général, on a tendance à commencer par vous voyez. Quelqu'un qui s'introduit intelligemment, c'est ça, c'est avec juste un peu de finesse. En disant, voilà, je suis étudiant, je cherche un stage dans votre secteur d'activité. Voilà, si jamais vous La avez pertinence. La pertinence. Et du coup, est-ce C'est qu'il comme, faut présenter c'est comme le marketing automation. Si tu envoies et on envoie des centaines des cas comme ça, mais tu envoies un email à quelqu'un qui dit j'ai une super solution pour vous, professionnel en immobilier. Ben, voilà, en immobilier, quoi. Donc, tu as raté ta segmentation de base, quoi. Donc, trouver une accroche. Dire, je sais pas, j'ai vu ta dernière publication. Et essayer de trouver un lien autre que l'école, Ouais. par exemple, qui fait que... un point d'approche. Ouais. Ok. J'ai un truc que j'ai testé que je peux te conseiller, et ça rejoint tout à fait ce que tu disais juste avant, Mathieu. Et là, je te spoil pas, je redis ce que tu dis. C'est en fait, c'est de poser les questions. Moi, je suis dans cette situation. Comment vous feriez? En fait, en faisant ça. Là, tu me spoil en fait. C'est impliqué, oui, c'est une question ouverte. Et en fait, On n'est pas même pro. je ne croyais pas trop, mais les gens te donnent des conseils et souvent, c'est eux-mêmes qui derrière vont te dire si tu veux, je te demande des conseils. En fait, je ne te demande pas un boulot, je te demande des conseils. Ouais. Et en fait, tu as fait les mêmes écoles que moi, c'est quand même une super accroche pour dire parce que, et en plus, tu joues sur un lien d'empathie avec la personne. Il a vécu sans doute ce que tu as vécu. Donc, en lui posant la question, souvent, les gens, ils donnent 10 fois plus que ce que tu imagines. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai eu ce retour-là. Après, il faut se dire que dans les boîtes, il y a des gens qui cherchent des stagiaires aussi, ça existe. Oui, oui, Bien c'est sûr. sûr. Et il faut se placer dans le... Non, mais c'est comme dans les rencontres amoureuses, c'est-à-dire que si tu vas le chercher, vas-y, il y a un truc qui va pas. c'est si en revanche tu vas Il y a désirabilité. Voilà, exactement. Si tu poses des questions, etc. Mais moi, le réseau, la recherche de stages, etc., le commercial et effectivement la vie amoureuse, c'est les mêmes codes. Hein. Exactement les mêmes codes. Il faut s'intéresser à l'autre, il faut écouter l'autre. Écouter, ça ne veut pas forcément que dire écouter. Ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, trouver un point d'accroche sur j'ai vu ton dernier post ou votre dernier post à LinkedIn. Pour moi, ça c'est de l'écoute. C'est comprendre du coup. C'est s'intéresser à la personne et montrer qu'on a travaillé son truc. Même si ça peut paraître faux cul, calculateur, au moins ça a le mérite d'être fait. Parce que pour recevoir pas mal de CV, après, plus forcément une question même de lettre de motivation, mais quand vous faites le premier entretien, qu'est-ce que tu as compris du stage? Là, tu as le mec en panique qui prend son ordi, qui regarde et qui te lit la job description. Tu dis, bon, ok, en fait. Ok, pas de lettre de motivation, j'ai pas de problème. J'ai beau être un boomer, ça c'est bon, j'ai fait mon deuil de ce truc-là, mais au moins justifie pourquoi tu as postulé, pourquoi ça te paraît intéressant et montre que tu t'es intéressé au truc. Et c'est pareil. Peut-être un petit raccord très rapide, tu vois, LinkedIn. La mise en relation, la demande, tu as 90% des gens
qui appuient juste sur connecter. Mais pas le petit message. Alors, moi, on a appris cet après-midi. Non, parce on a appris qu'apparemment, les messages, quand tu vas envoyer une connexion sur LinkedIn, dès que tu mets un message, bon, c'est surtout dans la prospection. Après, si c'est bien, je pense, détaillé, contextualisé, je pense que ça marche. Mais en tout cas, surtout dans la prospection, quand tu vas mettre ton message sur LinkedIn, eh ben, tu ne vas pas recevoir, il ne va pas accepter la personne en face. La personne ne va pas accepter le message. Apparemment, il y a un pourcentage, je ne sais plus lequel, qui dit que tu as beaucoup plus de personnes qui vont accepter la mise en relation s'il n'y a pas de message. C'est l'inverse pour le coup. Par curiosité. Moi, j'accepte. Après, je pense que ça dépend aussi du type de personne. Voilà, il y a la question de la propos. Voilà, je pense on en revient toujours sur la question de finesse, ça dépend peut-être. Mais bon, après, comme quoi, il n'y a pas de vérité. Le timing aussi sur LinkedIn. Moi, j'ai le nombre de personnes qui acceptent, ils viennent sur mon profil, je les demande tout de suite. Il y a quasiment 100% de personnes qui acceptent. Et si jamais j'attends un jour, mon pourcentage il tombe beaucoup plus. Parce qu'en fait, le gars, c'est comme s'il y avait un espèce d'effet d'engagement. J'ai été voir ton profil, c'est comme s'il y avait un accord tacite de j'accepte, même si il vient sur ton profil et c'est toi qui fais la demande, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est qu'il vient voir parce que j'ai eu le cas tout à l'heure. En fait, j'ai commenté un post qui a été très vu et j'ai eu plein de personnes qui ont recommenté mon truc. Ils font le lien. Oui, ils font le lien. Le cerveau a besoin de faire un lien, un contexte. Et du coup, ils sont allés voir sur mon profil, mais ils ne m'ont pas demandé. Moi, je vois la personne, même si, comme je disais tout à l'heure, moi, je demande. Et je demande la connexion. Et quand c'est fait dans l'instant, il y a quasiment tout de suite le gars, il fait le lien, comme tu dis, avec ce qu'il a fait. Mais par contre, si tu attends... Il se sent un peu redevable parce qu'il est allé voir ton profil. Comme s'il se sentait redevable, tu vois. Rentrer dans ma sphère privée. Et je suis sûr qu'il est emmerdé. Après, il fait, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le mec va me démarcher dans 2 semaines. Oui, ça se trouve, ça va être ça. Ouais, donc l'écoute, on revient sur des choses dont on a parlé, mais c'est hyper important, même évidemment au moment de l'entretien du réseau, et encore plus au moment de l'utiliser. Faut savoir gérer le timing aussi, d'aller avoir des situations, comme on en parlait tout à l'heure, où tu sais que tu vas avoir besoin de quelqu'un, un peu mal à l'aise, parce que ça fait quand même très longtemps que tu as pas donné de nouvelles. Et donc, faut être un peu sioux dans ces moments-là. Donc, je ne devrais pas dire ça, mais j'espère que les gens ne se reconnaîtront pas. Mais il faut y aller crescendo, quoi. Il faut revenir, liker un post, mettre un commentaire. Puis à un moment donné, il va y avoir une interaction, proposer une discussion et venir sur le truc. Quand on a un gros truc à demander, prendre un café, pas aborder le sujet dès le premier meeting, puis derrière, c'était cool de se voir, tiens, on se fait un déj et tout. Et là, peut-être que tu arrives avec le sujet en y allant progressivement. Quand je dis gros sujet, c'est évidemment gros sujets commerciaux ou recherche de job ou des trucs comme ça qui sont de fond, d'investissement, qui sont assez structurants. Le réseau, c'est un peu comme une flamme. Hein. Quand elle commence à devenir toute petite, faut rallumer le truc, faut rallumer le feu et faire en sorte que ça se réactive. Soigner l'approche. J'ai pas donné beaucoup d'exemples là jusqu'à présent, mais je vais vous donner un exemple. Je ne donnerai pas de nom. Donc, dans ce qu'on fait avec Mélis, on accompagne pas mal d'entrepreneurs, notamment de la French Tech, des très grosses boîtes, notamment le Next 40, les plus grosses scale-up de la French Tech, à rencontrer leurs clients grâce au réseau French Founders aux États-Unis. En fait, French Founders est né il y a 8 ans aux États-Unis, monté par 2 Français à New York. Donc, on a une présence aux États-Unis qui est assez forte. Et on a un use case canon qui a très bien fonctionné avec une des plus grosses licornes françaises, qui, grâce aux intros qu'on lui a faites, pour lesquelles ils ont payé un accompagnement spécial au dehors de tes mêmes membres dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment un accompagnement de l'entreprise en tant que telle, ont signé leurs plus gros clients américains et qui restent aujourd'hui leurs plus gros clients globaux. Et en fait, j'utilise souvent cet exemple. Alors, je donne le nom de l'entreprise et du fondateur. Là, je ne le ferai pas.
Quand on discute avec d'autres entrepreneurs qui sont dans la même logique, qui sont plus early stage que lui, de lui expliquer quelle est la bonne approche. Parce que nous, on connecte des gens, on a un rôle de connexion, donc je vais te connecter potentiellement au PDG de Ralph Lauren ou patron du revenu de Verizon, etc. Si tu arrives, aussi bel entrepreneur sois-tu, si tu arrives avec tes gros sabots en mode moi j'ai une super solution, tu vas gagner 20% de revenus en plus sur ton site internet grâce à ce que je fais, ça ne marche pas. Et en fait, quand on accompagne des boîtes comme ça, on se rend compte que 80% des gens font ça. 80% des gens, tu as beau les connecter à des gens très, très, très haut placés, ils ne seront probablement pas leurs acheteurs. L'objectif, ce n'est pas de vendre au CEO d'un grand groupe international, c'est de le séduire, de donner envie de t'aider, et qu'il aille trouver et te connecte dans ses équipes aux bonnes personnes pour que tu fasses d'ailleurs un meeting commercial qui te permettra d'aller discuter de façon beaucoup plus opérationnelle. Donc ce premier meeting que nous, on facilite, l'objectif, ce n'est pas du tout de vendre quelque chose. L'objectif, c'est de briser la glace, c'est de créer une relation et donner envie, et séduire la personne en face pour lui donner envie d'aider. Et la démarche que lui a et qu'on essaye de répliquer avec les autres, qui marche assez bien parce que c'est un use case qui est assez fréquent chez nous, c'est évidemment, il amorce la discussion en posant des questions, en s'intéressant à son interlocuteur, et puis au bout d'un moment, bien évidemment, il parle de lui. Il dit, voilà, moi, il se présente, il dit, voilà, j'ai monté telle boîte, on a bien grossi en France, et là, je suis venu, je me suis installé à New York, parce que j'ai pour ambition de conquérir le marché américain, qui doit être, de par ce qu'on fait, notre plus grand marché. Voilà ma stratégie, voilà comment je pense m'y prendre. Toi qui bosses dans le retail depuis 20 ans aux États-Unis, t'en penses quoi? Tu m'as spoilé, Julien. En fait, mettre la balle dans le camp de la personne en face, de dire, on est toujours sur ces sujets d'ego, c'est de position de chasser, je deviens une position de référence, quoi. Et ça ne donne pas du tout la même sensation pour la personne en face, de se dire, ok, il me demande mon avis. Le mec, il vient de lever 250 millions d'euros. Moi, ok, je suis CEO d'une grosse boîte, mais j'ai toujours été salarié. Lui, il a commencé d'une feuille blanche il y a 7 ans. Maintenant, il est en train de faire une boîte comme ça. Et il me demande mon avis à moi. Et forcément, l'impact n'est pas du tout le même. Et donc, évidemment, il donne son avis, et puis il dit, tiens, et puis toi, d'ailleurs, dans ta boîte, ça se passe comment, un truc, machin. Et forcément, et très vite, à un moment donné, vient le sujet de sa solution versus l'entreprise en face. C'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'en discute avec quelqu'un dans ta boîte? Ah ben oui, mais j'ai te connecté avec Marie. Marie, elle s'occupe de ça chez nous, et elle va t'écouter, elle va te recevoir, je vais lui dire de te recevoir. C'est un exemple, mais la finesse dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment qu'il y a un intérêt derrière, tout le monde le sait. Mais même si in fine, tu roll back et tu dis, en fait, il est venu me voir pour me vendre un truc, non? Je vais tout savoir, mais c'est primordial. Ce truc, je le connais, mais c'est de l'appliquer, on se dit, ah non, c'est quand même des sabots, quoi. Enfin, on a l'impression d'être soi-même un éléphant parfois. Justement, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a une question d'attitude, de posture, de manière de faire. Et encore une fois, moi, c'est ce que je dis. Préparation, du coup. C'est pas qu'une question d'avoir justement, même si tu n'as pas levé des fonds, des dizaines de millions, là, c'est un exemple significatif, mais tu peux très bien, quand tu vas voir quelqu'un et que gentiment et sincèrement, tu lui dis, écoute, ce que tu as fait, ça m'intéresse, tu génères. Il y a forcément un lien, une empathie de part et d'autre qui se génère. Tu génères un lien derrière et ça va être plus facile. Donc, là, en l'occurrence, c'est un bon exemple que moi, je recommande très souvent aussi.
c'est finalement, c'est faire parler l'autre, c'est l'écouter. Et à un moment, lui dire, bon, voilà, j'ai une problématique ou j'ai quelque chose. Tu as deux options. Soit effectivement, la personne n'en a rien à faire et dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas frappé à la bonne porte. Soit, voilà, ça va générer cette volonté de dire, tiens, je peux peut-être aider, etc. Et de fil en aiguille, on arrivait à l'objectif qui, certes, peut paraître flagrant, mais regarde, quelqu'un vient te voir et te demande de te parler de toi, de ta carrière. Franchement, tu as envie de lui parler, mais gentiment demander. Je connais ces trucs et astuces, je les ai entendus et je les ai faits. Mais c'est juste, on se redit quand même parfois, voilà, on se voit comme un éléphant tonton. C'est aussi, voilà, je pense bien préparer pour. C'est une question de préparation. Ouais, c'est peut-être ça le bon On mot. parlait tout à l'heure. Même plus dans oui, quand tu vas, au même titre que quand tu vas demander à quelqu'un sur LinkedIn en contact, ou quand tu vas aller sur un événement et que tu sais que tu as la liste des participants avant, c'est la préparation. Je vous ai dit au début, hein, j'ai pas de recette magique. Hein, il y a pas de, il y a pas. Le thème de l'événement, c'est pas comment soigner son réseau en y passant 2 minutes par an. Non. Non, ça demande beaucoup de travail, ça demande pas mal de préparation, des réflexes, de la constance, la fréquence, parce que ce que je disais tout à l'heure, si vous prenez pas le réflexe de déjeuner, prendre des cafés, vous rendre sur des événements, etc., passer à côté de l'opportunité aussi. Enfin, nous, on a un exemple, on a eu un article dans Les Échos il y a quelques temps. On a un membre, je peux vous la raconter parce qu'elle est publique, mais on a un membre qui venait de Chine, qui avait développé une technologie de frigo connecté, se retrouve dans un dîner à Bruxelles, dans le réseau, et au moment de préparer le plan de table, parce que au même titre qu'on prépare les connexions sur des événements chez nous, le plan de table, c'est pas le hasard, quoi. Les semaines, parce qu'on fait beaucoup de dîners, c'est un mariage, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir fait votre plan de table pour votre mariage, mais c'est... Et on place les gens en fonction de s'assurer qu'ils sont au même niveau aussi, parce que les gens qui ne vont pas s'entendre, ou qu'ils ont des intérêts communs, etc. Et donc on voit la personne qui organise ce dîner, elle voit ce membre arriver, et puis elle dit, ah, tiens, un frigo connecté, c'est intéressant. Ah bah on a le CEO d'Eski dans le réseau, qui était là à ce dîner. Eski, vous savez, c'est salade bar, c'est une chaîne de resto de salade bar. Et elle dit, bah, tiens, Eski, frigo connecté, il y a peut-être un truc, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et ben, il y a quelques mois, ils ont monté ensemble une boîte et Eski fait des frigos connectés qu'ils mettent dans les entreprises. Et en fait, c'est de ça dont on est en train de parler. Et je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas que le commercial, il y avait des partenaires, il y avait des choses. Alors, il a de la chance, lui, parce qu'on a fait le job à sa place. D'ailleurs, quand quelques mois après, ils ont annoncé le truc et qu'ils ont mis au hasard d'un dîner chez Frédéric, le hasard. Mais voilà, lui, il aurait dû prendre la liste des participants avant d'arriver au dîner et se dire, ah tiens, lui, tiens, il y a un truc à faire, et d'aller le voir pendant la soirée. Bon, il a de la chance, on a fait ça. On est au courant avec les participants, parce que ce n'est pas toujours le cas. En parlant de ça, j'ai appris tout à l'heure qu'on était accueillis jusqu'à 21h30. Alors, si on veut prendre une petite coupe. On n'a plus qu'une slide, ça tombe bien. Non, mais c'est un point, on l'a peu abordé pour le coup. Il y a votre réseau, et puis il y a le second cercle. J'ai mis une image de billard pour la métaphore du jeu de billard à 2 bandes ou à 3 bandes. C'est que votre réseau, il va de niveau 1, il va vous servir, mais il va peut-être aussi vous servir à toucher quelqu'un de niveau 2. C'est encore un truc sur lequel LinkedIn est assez bien fait, parce qu'on peut le voir. Pour certains profils, d'autres le cachent, mais vous pouvez demander aux gens, tiens, j'ai vu que tu connaissais un tel, tu le connais bien ou pas, notamment si vous voyez qu'il interagit sur les posts de l'autre, etc. Vous dites, bon, a priori, ils se connaissent. Ou alors il est comme moi, il est faux cul. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais juste dites-vous que c'est pas uniquement les gens que vous allez répertorier dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi la possibilité de jouer sur ces cercles. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, plus compliqué.
mais au moins se conserve. D'un point de vue, encore une fois, on en revient sur les mêmes sujets. La notion de finesse, à partir du moment entre aller voir directement quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et aller voir quelqu'un en disant, ben voilà, je me permets de vous contacter parce que je suis en relation avec un tel, et voilà, ou encore mieux, que cet intermédiaire fasse la mise en relation, ça permet d'avoir tout de suite une qualité de conversation qui change du tout au tout. Et je sais effectivement que, alors, si autant on a des approches différentes par rapport à LinkedIn, on partage des valeurs, pour le coup, qui me semblent très proches en termes de qualité de réseau. Il faut utiliser ce second... Enfin, moi, j'aime beaucoup, justement, utiliser le second cercle pour aller vers les contacts ciblés qui m'intéressent. Autant je fais du volume, c'est une stratégie, mais j'ai aussi une approche dédiée quand j'ai envie de viser une personne spécifique. Et la meilleure façon pour moi de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, c'est à travers une personne qu'on connaît tous les deux. Et ça, juste pour conclure, en fait, moi, ce que j'ai envie que vous reteniez aussi, c'est que on est tous tour à tour dans des positions de chassé-chasseur. Donc, moi, je reste assez ouvert, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où je pense qu'il y a un élément clé, enfin moi, qui a été assez structurant dans mon parcours, c'est notamment d'entrepreneur, c'est que les opportunités naissent des rencontres. Donc, parfois, on se dit, pas trop, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, mais tu vois pas trop. Mais en fait, quand tu t'intéresses un peu aux gens et que tu creuses, bah, tu te rends compte que, voilà, au détour d'un dîner, bah, tu montes une grosse boîte avec un patron d'une chaîne de restaurants, tu rencontres ton futur associé, tu rencontres quelqu'un qui va être dans ton équipe et tu ne l'avais pas anticipé. Donc, il faut ouvrir les chakras et partir du principe que les gens en face sont pareils. Après, s'ils ne le sont pas, tant pis, passez votre chemin et on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est le sujet du réseau. Effectivement, très souvent, on en parle sur l'aspect commercial ou pour trouver un job. On a discuté avant d'organiser ça. Finalement, on a beaucoup parlé de valeurs. Et regardez autour de vous, votre réseau, vos amis, etc. Souvent, c'est parce que vous partagez des valeurs communes. Donc, à partir du moment où vous êtes authentique, pour reprendre exactement les termes qui ont été utilisés ce soir, comment dire, tout à l'heure, alors tu m'excuses, je me souviens plus de ton prénom, mais tu disais, ouais, avec les gros sabots, etc. Eh oui, mais en fait, quand tu fais les choses simplement, alors avec de la préparation, on n'a pas tous les mêmes objectifs en termes de réseau, mais que ce soit le réseau utilisé sur une thématique très spécifique ou élargir son réseau parce que voilà, professionnellement, on est sur une approche commerciale ou autre, finalement, on va avoir besoin d'utiliser les mêmes choses, simplement à une échelle différente. On va avoir une communication large ou une communication très ciblée. Et là, pour le coup, je vais reboucler sur le début, c'est n'oubliez pas, vous avez déjà un réseau qui est tout fait. Et effectivement, si on contacte les gens intelligemment, et intelligemment, ce n'est pas extraordinaire, c'est juste gentiment, simplement. Quand on demande gentiment, généralement, les anciens sont super ouverts. Tiens, écoute, je viens de revenir d'Angleterre, je vois que tu es DAF dans telle structure et que tu étais, je ne sais pas, dans un club de DAF ou autre. Voilà, est-ce qu'on peut parler un petit peu? J'ai besoin de me remettre un peu dans le contexte. Ou tiens, je sors d'une expérience et j'ai envie de repartir là-dedans. Est-ce que, je vois que tu étais un peu dans ce milieu-là. Est-ce qu'on peut discuter à l'occasion? Voilà, c'est des choses qui sont toutes simples. Voilà, je cherche un stage. Voilà, bon, moi je suis plutôt lettre de motif. J'arrive à en garder un peu, mais bref. Donc, vous avez un réseau qui existe. Découvrez, pour ceux qui sont tout jeunes justement. Effectivement, découvrez les réseaux, faites des rencontres. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début, on n'a pas trop de choses à demander. Donc, on fait des rencontres de personnes. Et souvent, c'est très sympa. Et puis, des fois, ça se concrétise. Enfin, moi, je sais qu'avec le club entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup de monde. Finalement, je n'ai pas fait beaucoup d'affaires. Par contre, j'ai rencontré plein de personnes avec qui je m'entends bien. Et typiquement, l'exemple dont tu parlais tout à l'heure de contacter la bonne personne. Tiens, j'ai un petit problème. Est-ce que tu peux me donner ton avis ou autre chose? Moi, là, le dernier cabinet que j'ai monté, j'ai demandé plein de conseils à plein d'anciens qui étaient dans l'AMNA et en fait, ils m'ont tous reçu. Voilà.
Donc, merci mille fois Mathieu pour tout ça. Merci à tous d'être venus et je vous propose, avant qu'on nous mette dehors, on va pouvoir faire les deux en même temps, discuter et puis profiter du buffet qui est au fond. Non, merci. Merci beaucoup.